Et soit qui accueille justement ces compatriotes qui vivent dans le Nord Kivu, à Goma, où il y a la situation de guerre, et aujourd'hui, ils se présentent comme des demandeurs d'asile. Ce n'est pas une politique de deux poids, deux mesures, parce que les Syriens, vous les acceptez, les gens qui fuient l'Ukraine, vous les acceptez, mais les Congolais, vous dites non, ils sont très nombreux, ils commencent à D'abord, le problème sont dans un parti du pays, un parti relativement limité du pays. Qui est aussi la RDC. Vous savez, la RDC est une indivisible. On regarde non seulement le lieu d'où les gens disent qu'ils viennent, mais aussi le lieu de naissance. Et les gens sont non seulement ils viennent de Kinshasa, mais ils sont aussi nés à Kinshasa. Freddy, dites-nous, la Belgique a quelle capacité d'accueil en termes de demandeurs d'asile? Illimitée. Tout le monde qui le mérite, il faut l'avoir. Il faut le mériter. Il faut être dans les conditions. On n'a pas de quota, on n'a pas un nombre absolu. Tout le monde qui le mérite, ça veut dire qu'il y a un nombre de pays maintenant qui souvent le méritent. La Palestine, la Syrie, l'Afghanistan. Donc les chiffres ne disent pas tout. C'est vraiment la situation dans le pays, la situation individuelle. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre dans ce plateau pour parler des questions d'actualité. Aujourd'hui, vous savez, la question qui tient à haleine le Congolais et l'humanité d'ailleurs tout entière, c'est la question de l'immigration clandestine, l'immigration régulière et la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et les royaumes de Belgique en matière d'immigration se porte à merveille. Et sur ce plateau, pour parler justement de cette coopération, de l'immigration régulière et même des demandeurs d'asile, le nombre devient de plus en plus croissant en Belgique. Nous avons invité pour vous M. Freddy Rosemont, directeur général de l'Office des étrangers. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Comment vous sentez-vous? C'est la première fois d'être en RDC ou bien vous venez souvent? Non, je pense que j'ai entre-temps fait 10-12 visites. Et ça, c'est le résultat d'une collaboration qui date depuis longtemps avec le DGM. Et on s'est vu, on est en train de voir et d'échanger les procédures. On est en train de former les gens ici, mais aussi en Belgique. On est en train de construire des bâtiments ensemble. Et ça nécessite de temps en temps une visite. J'invite les collègues du DGM à Bruxelles et eux m'invitent à Kinshasa. J'ai quand même fait déjà, à part avec ça, quelques autres provinces du RDC. Et c'est un pays formidable où je pense beaucoup de Belges qui sont pas liés avec l'actualité ont des souvenirs. Et si je comprends bien, la coopération entre la Direction générale des migrations de la RDC ainsi que l'Office des Congolais, disons, l'Office des étrangers belges, donc cette coopération se porte à merveille. Oui, je pense qu'on a presque 80% des compétences les mêmes. L'Office est compétent pour l'accès et le séjour et le retour des non-belges. Pour nous, ça s'appelle l'étranger, c'est non-belge, mais ça peut être des Européens et des non-Européens. Et le DGM a quand même quelques autres compétences aussi, la délivrance des passeports et tout ça. Ça, c'est pas chez nous, en Belgique, c'est les affaires étrangères. Et ces collaborations, migration, tu ne sais jamais faire ensemble. Tu dois le faire avec des services qui font la même chose parce que les problèmes sont souvent ensemble. Les solutions, on ne doit pas inventer l'eau chaude 2 ou 3 fois. Donc on en discute, on regarde ce qui est possible et pas possible ou pas réel et à ce moment on crée un lien et ce lien se développe et à ce moment on devient presque amis avec les autorités du DGM. Et je comprends bien, donc vous échangez des informations, dont les deux services échangent souvent des informations, notamment sur les demandeurs d'asile. Voilà, puisque nous y sommes, la Belgique a constaté que l'année dernière, donc l'année 2023, il y a une augmentation considérable des demandeurs d'asile, notamment des Congolais. D'après vous, quelles sont les raisons? Le fait que quelqu'un organise ça, le fait que quelqu'un dit aux gens, aux jeunes surtout, parce que la plupart viennent du région de Kinshasa et entre 20 et 35 ans, que la vie est mieux en Belgique, que là, l'argent tombe du ciel, que les procédures d'asile est la seule procédure
pour pouvoir avoir un permis de séjour en Belgique. Et ça, c'est pas vrai, parce que la procédure d'asile, c'est une procédure très spécifique pour des gens qui ont eu un problème avec leurs autorités, qui sont persécutés par les autorités ou par des régions qui sont victimes d'une violence aveugle. Et aucun des deux est présent en Congo. Et souvent, quelles sont les raisons qui sont souvent avancées pour ces demandeurs d'asile? C'est des raisons politiques, économiques ou des persécutions? Qu'est-ce que ces demandeurs d'asile disent pour rester justement en Belgique? Au moment qu'ils introduisent une demande, ils doivent dire quelque chose, c'est clair. Et, parce qu'on ne peut pas motiver une demande sans une histoire. Donc ils inventent une histoire qui est souvent liée à leur situation socio-économique, au fait qu'ils ont un problème avec leurs parents, leurs autorités, avec les voisins, par exemple, qui ne trouvent pas assez de travail, qui sont formés, mais n'ont pas l'espoir d'avoir un bon job, des trucs comme ça. Peut-être c'est vrai, ça c'est une autre discussion, mais c'est certainement pas dans les critères du Convention de Genève. Et alors, justement, je vais raisonner à contrario, comme on dit. Quels sont les critères pour qu'un demandeur d'asile puisse voir sa demande être accédée par les services d'immigration belge? Donc, il faut que la persécution est une persécution individuelle par l'État pour des raisons politiques, apparence à un groupe socio-économique, religieux. Donc, le bar est assez élevé. C'est la Convention de Genève de 1951 qui, entre-temps, n'a jamais été adaptée, jamais été changée. Et c'est pour ça que la plupart des Congolais, pour l'instant, ne passent pas ce bar. Selon les statistiques établies par l'Office des étrangers belges, en 2023, il y a eu une sérieuse augmentation des demandeurs d'asile, plus de 2200 personnes, 1200 Congolais l'année dernière. Et cette année, déjà au premier semestre, vous parlez de 400 ou 600. Non, les 6 premiers mois de 24, déjà plus que 650. 650 donc, pour cette année. Pour cette année-ci, ça veut dire plus que 100 en moyenne par mois. Donc si on ne fait pas baisser le chiffre, on va arriver à plus que 1300, 1400 pour l'année 24. En 23, comme vous dites à juste titre, on avait 1220. Par exemple, en 21, on avait seulement 360. Donc, c'est x4 sur un an et demi. Et ça, c'est une augmentation importante. Et qu'est-ce qui expliquerait cette situation? Est-ce qu'il y a d'aucuns qui parlent déjà de la guerre dans la partie est de la RDC, et tous ces demandeurs viennent de quel coin du pays et ça se passe comment? Les demandeurs viennent principalement du région de Kinshasa. Donc, ça n'a rien à voir avec la guerre, ça n'a rien à voir avec le problème à Goma, à Bukavu, à Bini. Ce sont des jeunes de Kinshasa. Donc, la motivation socio-économique pour avoir l'espoir de réaliser une meilleure vie est clairement présent, même de leur provenance. Pourquoi ça augmente? Parce que on voit ça dans toutes les procédures de migration. Après le Covid, beaucoup plus de gens commencent à voyager, commencent à penser je vais m'installer quelque part d'autre. Pas seulement des Congolais, toutes les nationalités, on voit cette augmentation à partir de début 23 jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y a une campagne que vous menez pour sensibiliser tous ceux-là qui veulent trouver de l'asile en Belgique? Est-ce que vous avez une politique pour l'immigration régulière? Oui, l'immigration régulière, ça existe. Les gens, parfois, ne savent pas ou ne veulent pas savoir et ne l'utilisent pas. On a la migration pour les études, on a la migration pour le travail, on a la migration pour le regroupement familial. Tout ça est présent. Il faut suivre les procédures, il faut demander ça au préalable. Et parfois, il y a des agences de voyage qui, un peu par facilité, mais aussi parce que prennent de l'argent du dos de demandeurs. Les agences de voyage disent, voilà, on va vous arranger quelque chose, vous allez obtenir le visa avec des faux raisons, avec des faux déclarations. Et à ce moment, le but réel de la voyage, par exemple une visite familiale, tombe à l'eau. Et ça, c'est dangereux. Il faut que les gens prennent eux-mêmes l'initiative d'introduire une demande avec une motivation correcte,
avec des documents corrects, et à ce moment, ça va passer. Est-ce que vous avez le temps de documenter tout ce qu'on vous amène comme preuve, comme raison, politique ou sociale, socio-économique, au niveau des services de l'Office des étrangers? Oui, l'Office a quand même un service spécialisé pour détecter les faux documents. Aussi, l'ambassade belge a des spécialistes dans ce cadre. Et pour les histoires d'asile, c'est les collègues du commissariat général pour réfugiés et apatrides qui sont vraiment des spécialistes, qui ont une connaissance de presque tous les pays du monde, établissements politiques, qu'est-ce qui se passe, la prison c'est où, ça a combien d'étages, ça a combien d'entrées, tout ça ce sont des questions qu'on demande aux demandeurs d'asile. Quelqu'un dit voilà, j'ai passé 2 mois en prison, on va demander dans lequel, où est la porte d'entrée, la prison a combien d'étages, et à ce moment, quand ils ne savent pas répondre à ça, c'est clair qu'ils n'ont pas été en prison, donc que leur demande est farfelue. Freddy Rosemont, vous êtes le directeur général de l'Office des étrangers. Je voudrais qu'on parte d'un cas de figure. Quelqu'un qui obtient son visa en bonne et due forme, comme ici chez nous en RDC, nous allons à la maison Schengen, vous sollicitez, vous introduisez votre demande de visa, on vous accorde par exemple 2 ans, ou bien 6 mois de séjour dans les pays de l'espace Schengen. Arrivé sur place en Belgique, vous vous présentez à votre office, nous présentons à votre office pour demander un asile parce que ça ne va pas d'amour. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que quelqu'un a eu son visa de manière normale, officielle, il arrive sur place, il veut rester. Au moment qu'il fait ça, il fait une demande d'asile, on va lui demander pourquoi il a introduit une demande d'asile. Il y a une audition chez nous où il doit expliquer pourquoi il a introduit une demande, quelle crainte qu'il a, qui le persécute, a-t-il été en prison, a-t-il pris l'État a pris ses biens. En deuxième lieu, c'est le commissaire général qui va faire plus ou moins la même interview, mais encore beaucoup plus approfondie, pour voir si ce qu'il déclare dans le cadre d'une persécution est réel. Si le commissaire général dit oui, il reçoit le statut et il reçoit un séjour. Si le commissaire général dit non, ce qui pour le grand parti des Congolais est le cas, à ce moment, il reçoit par nous, par l'Office, un ordre de quitter le territoire. Ce n'est pas seulement le territoire belge, mais c'est aussi le territoire Schengen. Donc, avec un délai, souvent 15 jours, 1 mois. Dans ce mois, il a la possibilité d'utiliser le retour volontaire. C'est fait par des collègues, un autre institut belge. Mais s'il ne l'accepte pas et son délai pour l'ordre est terminé, il risque d'être contrôlé par un policier belge. Il va lui demander ses documents, il n'en a pas. Et il risque de se retrouver dans un de nos centres de détention en préparation d'un retour forcé. Et à ce moment, ça veut dire avion Bruxelles-Kinshasa, avec ou sans policier, ça dépend de son comportement. Il a de retour ici. En plus, il peut avoir une interdiction d'entrer en Schengen. C'est une décision à part, mais ça peut être une interdiction pour 2 ans, mais aussi pour 5 ou pour 10, dépendant de nouveau de son comportement. Et il peut, dans la prochaine fois qu'il essaye d'avoir un visa en due forme, un vrai visa, on va naturellement être très très prudent pour ne pas dire on va le refuser en risquant de nouveau une procédure d'asile. C'est pour ça que cette procédure d'asile abusive, il faut l'éviter à tout prix. Nous avons remarqué ces jours, je sais que vous ne travaillez pas dans la maison Schengen, nous avons remarqué que les demandeurs de visa ces jours-ci connaissent de sérieux problèmes. On nous dit que les rendez-vous sont bloqués, c'est fermé, et cela est dû à cette campagne que vous menez? Non, c'est les agences de voyage qui monopolisent les rendez-vous. Donc, dès qu'un nombre de rendez-vous est mis ouvert, pour le public, directement ils sautent dessus, et ils monopolisent ça, et ils le revendent après au public, naturellement, à 400, 500 $. Donc, ça c'était pas le but, pas du tout. C'est l'individu même qui doit prendre son rendez-vous, qui ne doit pas payer pour ça. Il paye pour le visa, ça c'est vrai, mais pas pour le rendez-vous à soi. Deuxième effet négatif, quand quelqu'un travaille avec une agence de voyage,
c'est souvent de routine, c'est du travail en chaîne. Et le tourisme, c'est pour eux le plus facile parce que c'est pas individualisé. Si les gens disent oui, on vient pour visiter Bruxelles ou Bruges ou Gand, c'est facile à dire, mais soyons concrets et honnêtes, la plupart des Congolais viennent pour des visites familiales. Et ça, c'est tout à fait autre chose. Ils n'ont pas besoin d'un hôtel parce que c'est leur famille qui leur loge. Ils n'ont pas besoin de tellement de revenus parce que c'est la famille qui va leur nourrir. Et donc, ce conflit des deux peut provoquer des problèmes aussi à Zaventem. Parce que visa pour tourisme, but de séjour, regroupement familial, ou pas regroupement familial, visite familiale, c'est quand même pas la même chose. Certainement, quand l'agence a mis quelques faux documents dans ça, ça va être un refoulement à Zaventem, parce qu'on ne souhaite à personne. Hein. Ils ont dépensé l'argent pour le ticket, ils ont dépensé l'argent pour l'achat du visa, et finalement, ils n'arrivent pas à entrer en Schengen. Freddy, dites-nous, la Belgique a quelle capacité d'accueil en termes de demandeurs d'asile? Illimité. Tout le monde qui le mérite, il faut l'avoir. Il faut le mériter. Il faut être dans les conditions. On n'a pas de quota, on n'a pas un nombre absolu. Tout le monde qui le mérite, ça veut dire qu'il y a un nombre de pays maintenant qui souvent le méritent. La Palestine, la Syrie, l'Afghanistan. Donc les chiffres ne disent pas tout. C'est vraiment la situation dans le pays, la situation individuelle. Mais tout le monde qui a besoin d'une protection va le recevoir. Dans un document que vous avez publié, c'est communiqué de presse que j'ai lu, vous dites que la RDC, c'est le 6e pays avec un nombre important de demandeurs d'asile aux côtés d'autres pays. Vous avez cité la Palestine, la Syrie, et quel autre pays encore? L'Afghanistan, l'Érythrée et la Turquie. Et la Turquie. Et cette campagne, vous la menez seulement en RDC, bien d'autres pays qui sont aussi... On le fait, j'étais il y a quelques semaines en Moldavie, on l'a fait en Géorgie, on l'a fait dans le passé à Guinée, à Sénégal, à Dakar. Donc partout où on voit que le nombre de demandes d'asile commence à augmenter et que le nombre de décisions positives est très faible, on essaye de le faire. La question que je voudrais savoir, 2023, plus de 1200 demandeurs d'asile congolais, un nombre croissant. En 2024, cette année, rien qu'en cette période jusqu'à la date d'aujourd'hui, 650 demandeurs d'asile congolais, jusque vers la fin de l'année, on pourra dépasser le cap de 1000, c'est ça? Oui, largement. De 1003, 1004, je pense. Mais la campagne que vous faites, ne pensez-vous pas que vous vous attaquez plus aux effets de cette migration qu'aux causes? Parce que la plupart des pays que vous évoquez ici, vous parlez de la Syrie, la Palestine et d'autres pays, la Turquie, c'est plus pour des raisons évidentes, la guerre, et la RDC aussi connaît des situations parfois très compliquées. 30 ans de guerre dans sa partie orientale, la partie est. Vous parlez des Kinois, des habitants de Kinshasa, pour la plupart, qui figurent parmi les demandeurs d'asile, mais Kinshasa, c'est une ville cosmopolite qui reçoit, qui accueille justement ses compatriotes qui vivent dans le Nord Kivu, à Goma, où il y a la situation de guerre, et aujourd'hui, ils se présentent comme des demandeurs d'asile. Ce n'est pas une politique de 2 poids 2 mesures, parce que les Syriens, vous les acceptez, les gens qui fuient l'Ukraine, vous les acceptez, mais les Congolais, vous dites non, ils sont très nombreux, ils commencent à D'abord, les problèmes sont dans une partie du pays, une partie relativement limitée du pays. Qui est aussi la RDC. Vous savez, la RDC est une indivisible, vous voyez. On regarde non seulement le lieu d'où les gens disent qu'ils viennent, mais aussi le lieu de naissance. Et les gens sont non seulement, ils viennent de Kinshasa, mais ils sont aussi nés à Kinshasa. Donc votre thèse que ceux de zones de guerre viennent d'abord à Kinshasa, après, n'est pas réelle dans nos données. Voilà. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, parce que vous parlez d'abord, vous soutenez, vous appuyez les retours volontaires, par exemple des demandeurs d'asile, qui sont déjà en Belgique et qui n'ont pas trouvé gain de cause, et vous êtes là pour les appuyer à rentrer au pays. Est-ce qu'il y a un kit d'accompagnement? Le retour volontaire peut avoir une partie de réintégration, ça s'appelle.
Donc on quitte moins aide par IOM, l'Organisation internationale de migration, ou aide par un autre NGO, Caritas, un NGO local qui aide le retourner à trouver un logement, à trouver un job, tout ça, ça existe. Mais les gens doivent l'accepter. Donc, ils doivent être prêts à retourner volontairement, ce que peu de demandeurs d'asile font. Pas seulement congolais, aussi d'autres. L'idéal est que notre taux de retour volontaire augmente fortement, mais ça, c'est pas le cas. Alors, en cas de résistance, vous avez conseillé plusieurs fois, mais les demandeurs d'asile ne veulent pas rentrer. Ils estiment qu'ils seraient en insécurité une fois rentrés au pays. Qu'est-ce que vous faites concrètement au niveau de l'office? Donc, on va, avec la police locale et la police fédérale belge, au moment qu'il y a un contrôle, on va prendre une décision de maintenir les gens. Maintenant, on gère 6 centres de détention. On va maintenir les gens et on va préparer le retour. Donc, préparer, ça veut dire des documents de voyage, ça veut dire une place dans un avion. Un charter? Un charter quand c'est nécessaire. Ça, c'est souvent avec Frontex qu'on travaille avec 3-4 pays de l'Union européenne ensemble. Mais on essaye d'abord individuellement. Mais si les gens sont trop violents ou trop résistants, on prend comme vous dites, un charter. On s'appelle ça un vol spécial. Et avec Frontex, c'est d'abord, ils viennent de Pologne, ils passent à Bruxelles, ils vont à Chypre et après ils viennent de Suède. Et c'est toujours une combinaison de plusieurs pays parce que Frontex est là pour aider tous les pays. Une question de curiosité parce que vous êtes dedans, c'est le travail que vous faites tous les jours. Quelles sont les voies empruntées souvent par les demandeurs d'asile, soit du Congo ou d'autres pays? Puisque nous sommes au Congo, parlons des Congolais. Ils viennent par quelle voie? On vérifie ceux qui sont venus avec un visa belge ou un visa d'un autre pays de l'Union européenne. Parce que la Belgique, ce n'est pas seulement la Belgique qui représente l'Union européenne ici en Kinshasa, il y a aussi Espagne, Grèce et Italie. Donc on regarde s'ils sont connus dans la base de données visa. C'est parfois le cas, mais pas majoritairement. Donc, les autres voies, c'est via Turkish Airlines Istanbul, c'est via... Donc, Turquie, ils vont en Grèce, c'est par la Grèce et puis... Oui, à ce moment, ils passent tout, c'est par le Maroc, le RAM, Casablanca, de nouveau. Peut-être utilisons d'autres documents arrivant à Chypre, à Malte et passant par là. Mais le visa, on regarde, ça, il y a... aucun demandeur d'asile où on n'a pas contrôlé de base de données visa. Pour toute la nationalité, pas seulement pour les Congolais. Est-ce que vous entrevoyez de renforcer la coopération avec tous ces pays par lesquels les demandeurs d'asile ou les immigrés clandestins passent pour limiter justement cet afflux? On essaye, avec les pays de l'Union européenne, on a Frontex qui doit travailler pour tout le monde. On essaye pour les pays qui ne sont pas partis de l'Union européenne. On a déjà dans le passé fait des programmes de retour volontaire du pays, leur pays, vers le pays natal, mais ça n'a pas toujours beaucoup de succès. Est-ce que vous avez un message? Il y a beaucoup de compatriotes qui vous suivent, des Congolais qui sont au pays, même en Belgique, peut-être qui sont en situation irrégulière. Il y a d'autres aussi qui ont des raisons valables de solliciter, donc de demander l'asile. Un asile qui soit même politique ou économique. Est-ce que vous avez un message à passer? Le message à passer, c'est d'abord, ne crois pas ce que quelqu'un d'autre dit, parce que c'est souvent coloré ou pas vrai. Quelqu'un d'autre, ce sont les amis, les agences, parce que souvent eux pensent qu'ils savent comment faire, et c'est pas juste, c'est pas le cas, parce que les procédures à suivre, ce sont des procédures légaux. Quelqu'un qui est irrégulier en Belgique pour l'instant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit rentrer. Il n'y a pas d'autres options, pas d'introduire une demande d'asile, parce que ça ne sert à rien. Comment va-t-il être menacé par l'État belge ici? Quelqu'un qui est irrégulier, qui pense d'avoir du travail, de trouver du travail, il peut le faire, mais c'est toujours avec un retour via l'ambassade belge. Toutes ces procédures commencent ici à l'ambassade belge.
études, mouvement familial et travail. Non pas à partir de la Belgique. Pas à partir de la Belgique, non. Ça, c'est exclu. Parce que autrement, tout le monde vient, tout le monde dit je suis là et je veux rester. Ça ne marche pas. Donc après ces moments de pédagogie, vous allez passer à la vitesse supérieure. Ça veut dire que vous allez procéder au contrôle, celles qui ne sont pas en règle avec les documents. On fait ça toujours. On ne va pas faire plus qu'avant. On fait ça toujours. C'est dans notre législation, c'est dans notre procédure de travail. Donc on va toujours le faire. Voilà, nous sommes en train de terminer cette émission. Il y a une question qui me traverse l'esprit, c'est justement par rapport... Il y a des analystes qui estiment que la Belgique, votre pays et d'autres pays européens, même au-delà du continent européen, devraient plutôt aider les pays africains à développer des projets, à créer des pôles de développement, et ça faciliterait la sédentarisation de la population, ce qui n'est pas fait. Sans doute, il faut qu'on ait une agence de développement belge, Enabel, qui fait beaucoup de projets ici, mais peut-être c'est pas suffisant. Je pense que au niveau mondial, ça ne va jamais être suffisant, parce que le taux de différence, aussi le taux de natalité est tellement différent que pour tout le monde un job, pour avoir tout le monde une éducation décente, c'est un développement économique énorme qu'on a besoin. Je ne pense pas que ça c'est réaliste. Freddy Rosemont, je vous dis sincèrement merci de cet échange, à moins que vous ayez un message à passer, sinon nous sommes en train de terminer cette émission. Non, je pense que quand vous pensez de migrer, faites ça correctement, faites ça par la procédure légale, et à ce moment, ça va vous apporter, pas perdre de l'argent inutile, pas perdre du temps et de l'énergie inutile, et pas introduire une procédure d'asile abusive parce que quelqu'un vous a dit il faut faire ça parce que ça c'est le chemin à suivre. C'est pas le chemin à suivre pour quelqu'un qui n'a pas été persécuté. Et eux sont extrêmement rares. Et vous entrevoyez ouvrir encore beaucoup de bureaux de Schengen partout à part Kinshasa, même d'autres chefs-lieux de province, parce que Schengen est beaucoup sollicité. Parfois, le service est très lent parce qu'il y a beaucoup de demandeurs de visas et les services ne viennent pas. Je ne pense pas que ça soit une décentralisation utile et faisable. Parce qu'à ce moment, tu dois y avoir des spécialistes belges ou locaux un peu partout, ce qui est rarement le cas. Et je ne pense pas que les affaires étrangères... la maison Schengen, ça était une initiative de l'Union européenne il y a longtemps. Je ne pense pas que les affaires étrangères belges vont l'étendre pour l'instant. Peut-être l'Europe, ça c'est une tout à fait autre discussion. Il ne me reste qu'à vous dire sincèrement merci, Freddy Rosemont, vous êtes directeur général de l'Office des étrangers de la Belgique, du Royaume de Belgique. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et surtout, merci à vous tous qui nous avez suivis et bonne suite de programme sur votre télévision. À la prochaine.